Que se passe-t-il lorsque les plus grandes stars d'Hollywood disent non aux règles? À l'âge d'or, refuser une demande de studio n'était pas seulement risqué, cela pouvait mettre fin à votre carrière du jour au lendemain. Des rébellions contractuelles, à la défiance des romances forcées, ces acteurs n'ont pas seulement brisé le moule, ils ont été expulsés pour cela. Aujourd'hui, nous allons parler des stars du vieux Hollywood, qui ont payé le prix ultime pour avoir tenu tête dans une industrie qui exigeait un contrôle total. Olivia de Havilland. Olivia de Havilland a brisé les chaînes du système des studios en osant défier les contrats oppressifs de son époque. Au milieu des années 30, elle a affronté Warner Bros. Dans une bataille juridique révolutionnaire qui a changé Hollywood à jamais. Son courage à exiger la liberté d'un accord restrictif de 7 ans sans fin a conduit à une décision historique qui a redéfini les obligations contractuelles pour les acteurs. Son témoignage au tribunal et sa victoire légale subséquente ont non seulement assuré son indépendance, mais ont aussi établi un précédent qui a résonné dans toute l'industrie. Les critiques ont loué sa détermination, tandis que les dirigeants étaient furieux de la perte de contrôle sur leurs précieux atouts. Les documents juridiques de cette affaire historique révèlent une lutte acharnée pour la dignité personnelle et la liberté créative. Les rapports de l'époque décrivent la tension dans la salle d'audience et les ondes de choc qui ont résonné dans les salles de réunion des studios. Les gros titres des journaux de l'époque la décrivaient comme une pionnière et un symbole de résistance. Son triomphe est venu à un coût personnel, alors que les studios tentaient de la marginaliser avec moins de rôles et des budgets réduits. Pourtant, l'impact de sa défiance a résonné au-delà du grand écran, inspirant de nombreux autres à remettre en question l'emprise du système des studios. Les répercussions de cette affaire sont encore discutées aujourd'hui dans les écoles de cinéma et les cercles juridiques, marquant Olivia de Havilland comme l'une des premières stars à reconquérir son autonomie dans une industrie fondée sur le contrôle. Bette Davis. Bette Davis a tracé un chemin de défi face aux pressions incessantes de Hollywood. En 1936, lorsque les grands studios cherchèrent à la cantonner à des rôles qui diminuèrent son immense talent, elle s'est opposée à être cantonnée à des personnages inférieurs. Sa bataille juridique contre Warner Bros. Ne concernait pas seulement un contrat, mais était une lutte pour le respect créatif. Les documents juridiques révèlent que Davis a contesté le droit du studio de dicter chaque aspect de sa carrière, des choix de scénario au co-star. Le drame judiciaire s'est déroulé avec des gros titres louant son esprit intransigeant et vilipendant les tactiques autoritaires du studio. Bien qu'elle n'ait pas gagné toutes les batailles juridiques, les retombées de sa défiance étaient palpables. Pendant un certain temps, les rôles de premier plan ont disparu, alors que les studios réévaluaient sa commercialité. Des initiés de l'industrie se souvenaient des discussions chuchotées dans des arrière-salles enfumées sur la façon dont une star intransigeante avait bouleversé la machine soigneusement orchestrée du contrôle des studios. Les biographies publiées plus tard décrivaient Davis à la fois comme une victime et une rebelle, dont la franchise a finalement forcé une admiration réticente de ses pairs. Son héritage dans la remise en question du statu quo a perduré, servant de rappel que la quête de l'intégrité artistique peut avoir un coût significatif. Son histoire reste un témoignage puissant du courage nécessaire pour s'opposer à une industrie fondée sur la conformité stricte et le contrôle. Gene Tierney. Gene Tierney se retrouva à la croisée des chemins entre une vulnérabilité personnelle et les exigences rigoureuses de Hollywood. Réputée pour sa beauté captivante et sa présence magnétique à l'écran, on s'attendait à ce qu'elle reste l'icône parfaite façonnée par les studios. Quand Tierney a fait face à des problèmes de santé mentale et a rendu public ses combats personnels, le système des studios a refusé d'accommoder son besoin de s'éloigner des projecteurs implacables. Des rapports des années 50 indiquent que les dirigeants l'ont poussé à continuer de travailler, malgré des signes évidents de tension émotionnelle. Les studios ont exigé qu'elle dissimule son véritable état, imposant des routines strictes et des apparitions publiques qui ne faisaient guère honneur à son bien-être. Les articles de journaux de l'époque dépeignaient l'image d'une star en proie à des démons intérieurs, tandis que le système exploitait ses vulnérabilités. Des mémos confidentiels des dirigeants de studios suggèrent que le refus de Tierney de se conformer à leur image scénarisée a conduit à son isolement progressif des grands projets. Les critiques de l'industrie ont ensuite décrit sa carrière comme un tragique entrelacement entre talent et une machine corporative impitoyable. Tandis que son héritage à l'écran est resté intact, hors écran, les répercussions de sa défiance ont résonné à travers ces dernières années. Sa lutte contre un système rigide qui privilégiait le profit sur la santé personnelle a été documentée dans diverses biographies. Les archives montrent que sa carrière, autrefois pleine de promesses, a été écourtée par les mêmes institutions qui l'avaient jadis élevé au rang de star. Le parcours de Gene Tierney est rappelé non seulement pour ses contributions cinématographiques, mais aussi pour sa prise de position poignante contre les pratiques déshumanisantes d'une époque révolue. Marsha Hunt.
L'engagement inébranlable de Marsha Hunt envers ses convictions lui a coûté cher dans le monde impitoyable d'Hollywood. À une époque marquée par l'hystérie politique, elle a refusé de renoncer à ses opinions franches sur les droits civiques et la liberté artistique. Lorsque la pression a monté au plus fort du sentiment anticommuniste, Hunt est resté ferme, défiant le silence imposé par les studios qui cherchaient à enterrer la dissidence. Des documents d'archives de l'époque détaillent son refus de se plier au serment de loyauté exigé par les autorités de l'industrie. Sa position courageuse fit les gros titres, la présentant à la fois comme une défenseur intrépide de la justice et une paria parmi les puissants dirigeants de studios. Sa carrière, autrefois prometteuse, fut brusquement interrompue lorsqu'elle fut discrètement mise sur liste noire. Les lettres des initiés de l'industrie révèlent que son talent était éclipsé par la paranoïa croissante de l'époque. Ses rôles ultérieurs étaient rares et souvent relégués à des films moins connus qui ne reflétaient pas tout son potentiel. Les archives biographiques notent que malgré le lourd tribut sur sa vie professionnelle, Hunt a continué à soutenir des causes sociales et à s'exprimer sur des questions de liberté et de justice. L'impact de ces décisions est encore analysé par les historiens du cinéma, qui citent son cas comme emblématique de la répression politique de l'époque. Marsha Hunt reste un symbole d'intégrité artistique, une star qui a payé le prix ultime pour avoir refusé de compromettre ses idéaux dans une industrie pleine de conformisme. Lee Grant. L'attitude défiante de Lee Grant pendant l'une des périodes les plus turbulentes d'Hollywood a changé à jamais la trajectoire de sa carrière. Lorsque les pressions politiques s'intensifièrent et que la menace du macartisme devint imposante, elle refusa de trahir ses principes en dénonçant ses collègues. Sa décision de soutenir son mari et les pairs sur la liste noire entraîna une réaction immédiate et sévère de la part du système des studios. Des mémoires et des archives publiques des débuts des années 50 révèlent que les dirigeants la qualifièrent de rebelle et de non coopérante. Les reportages télévisés de l'époque détaillèrent la controverse entourant ses apparitions publiques lors des services commémoratifs pour ceux ciblés par les chasses aux sorcières anticommunistes. Son refus de céder aux exigences dictées par la peur du comité des activités anti-américaines de la Chambre l'a jeté en exil professionnel. Des sources de l'industrie ont noté que sa carrière autrefois prometteuse était réduite à des rôles sporadiques dans des films à petit budget. Les critiques dans les grands journaux de l'époque évoquèrent son talent tout en déplorant la perte d'une star que le système oppressif avait réduite au silence. Malgré ses revers, Lee Grant a plus tard réémergé dans des films indépendants qui ont loué sa résilience et son esprit inflexible. Son histoire est un puissant rappel du coût de l'intégrité artistique et personnelle à une époque où la conformité était exigée par les plus hautes sphères du pouvoir. Son parcours continue d'inspirer des discussions sur le prix de la loyauté et le courage nécessaire pour défier l'injustice systémique. Dalton Trumbo. Dalton Trumbo est devenu synonyme de défi dans une industrie où la conformité était la règle. En tant que scénariste talentueux, son refus de témoigner devant le gouvernement lors des enquêtes anticommunistes de la fin des années 40 lui a coûté cher. Sa décision de protéger ses collègues et de maintenir ses convictions politiques a conduit à une mise sur liste noire officielle qui a duré plus d'une décennie. Les archives historiques de l'époque relatent les interrogatoires tendus et les mémos hostiles des studios qui le décrivaient comme un élément subversif. Malgré les restrictions sévères imposées à son travail, Trumbo a continué à écrire sous des pseudonymes, ses mots circulant en secret au sein de la communauté cinématographique. Les critiques de cinéma ont plus tard admiré l'ingéniosité subversive qui transparaissait dans ses scénarios codés, même si les studios tentèrent d'effacer ses contributions des annales du cinéma. Des images d'archives de la fin des années 50 capturent l'impact persistant de la liste noire sur sa vie, avec ses pairs parlant à voix basse de son talent indéniable et de l'injustice dont il a été victime. Les livres sur l'histoire d'Hollywood détaillent le processus minutieux par lequel Trumbo a lentement retrouvé la reconnaissance, culminant avec son crédit public éventuel pour des films épiques comme Spartacus et Exodus. Son histoire est un témoignage du pouvoir durable de l'expression créative face à la répression systémique, une narration qui continue de résonner avec les défenseurs de la liberté d'expression et de l'indépendance artistique. Edward Dmytryk. L'histoire d'Edward Dmytryk est celle d'une résistance initiale suivie d'une capitulation sous une pression incessante. En tant que l'un des dicks d'Hollywood, il a d'abord refusé de coopérer avec les enquêtes gouvernementales qui visaient à exposer les influences communistes présumées dans l'industrie du cinéma. Son refus précoce a entraîné de graves conséquences, y compris une peine de prison et une mise sur liste noire dans l'industrie qui a presque mis fin à sa carrière. Des mémos officiels des studios et des rapports gouvernementaux de l'époque indiquent que Dmytryk était décrit comme un radical dangereux, une étiquette qui rendait les studios hésitants à lui confier des rôles importants. L'intense surveillance et l'isolement l'ont finalement amené à reconsidérer sa position.
Dans une décision controversée qui a divisé l'opinion parmi ses pairs, il a choisi de coopérer avec les autorités, fournissant des noms et des détails qui ont facilité son retour au travail. Les critiques contemporaines de ses films ultérieurs reflètent un héritage mitigé, certains critiques voyant sa décision comme un compromis nécessaire, tandis que d'autres la considèrent comme une trahison de ses idéaux antérieurs. Les biographies détaillées notent que le coût personnel de sa décision a été immense, affectant à la fois sa réputation professionnelle et ses relations personnelles. Les preuves archivistiques suggèrent que, bien que son retour à Hollywood ait été marqué par de petits succès, l'ombre de sa résistance antérieure a persisté tout au long de sa carrière ultérieure. Son cas reste l'un des récits les plus complexes de l'époque, illustrant le poids écrasant des pressions extérieures, même sur les individus les plus talentueux. Gail Russell. Gail Russell est apparue comme une star prometteuse à l'âge d'or du cinéma, avant que le système des studios ne commence à dicter chaque aspect de sa vie. Connue pour ses performances captivantes dans les films du début des années 40, elle s'est rapidement retrouvée en désaccord avec les mains contrôlantes de Paramount Pictures. Lorsque le studio a tenté d'orchestrer sa personnalité publique grâce à un mariage publicitaire forcé et à des obligations sociales incessantes, elle a résisté. Les rapports de l'époque décrivent à comment les dirigeants devenaient de plus en plus frustrés face à son refus de se conformer à leur image soigneusement élaborée. Des mémos confidentiels révèlent que son indépendance était perçue comme un handicap plutôt qu'une force. La réaction qui s'ensuivit fut rapide et sévère, entraînant une érosion progressive de sa carrière autrefois prometteuse. Les articles de journaux de l'époque racontent le déclin dramatique d'une star dont le talent était éclipsé par son refus de se plier aux exigences d'Hollywood. Les récits biographiques soulignent que le système des studios la considérait comme une menace pour les récits contrôlés qui avaient été méticuleusement construits au fil des décennies. Malgré une brève résurgence dans de petits films, son nom a finalement disparu de l'affiche. Son histoire, préservée dans les archives de l'histoire du cinéma, sert de rappel brutal des dures réalités auxquelles ont été confrontées celles qui ont osé résister au système fondé sur la conformité rigide et le contrôle absolu. Karen Morley. Karen Morley était une étoile brillante à Hollywood durant les premières années du cinéma parlant, dont la carrière fut écourtée par un engagement sans faille envers ses principes. En tant qu'étoile montante chez MGM, elle s'est retrouvée impliquée dans le tumulte politique de son époque lorsqu'elle a refusé de témoigner contre ses collègues artistes lors d'enquêtes passionnées. Les documents historiques indiquent que son refus de coopérer avec la pression gouvernementale a conduit à ce que son nom soit discrètement retiré des listes de distribution. Les initiés de l'industrie se souvenaient que sa nature franche faisait d'elle une cible pour ceux au pouvoir qui étaient déterminés à réprimer la dissidence. Les biographies publiées dans les années ultérieures ont révélé que ses premiers films, marqués par un mélange unique de vulnérabilité et de force, ont été mis de côté alors que les studios prenaient une direction plus conservatrice. Les archives de l'époque notent que sa position progressiste était à la fois admirée et vilipendée à parts égales. Bien que sa carrière ne se soit jamais complètement rétablie, son héritage en tant que pionnière qui a défié le statu quo perdure. Des comptes rendus détaillés de ses interviews et déclarations publiques offrent un aperçu rare des défis auxquels ont été confrontés les artistes qui ont résisté aux pressions pour se conformer. Karen Morley reste un symbole d'intégrité et de défi dans une industrie connue pour son contrôle rigide sur les talents et l'image publique. Karen Morley. Karen Morley était une lumière éclatante à Hollywood pendant les premières années des films parlants, dont la carrière a été écourtée par un engagement inébranlable envers ses principes. En tant qu'étoile montante chez MGM, elle s'est retrouvée impliquée dans la tourmente politique de son époque lorsqu'elle a refusé de témoigner contre ses collègues artistes lors d'enquêtes animées. Des documents historiques indiquent que son refus de coopérer avec la pression gouvernementale a conduit à ce que son nom soit discrètement retiré des listes de distribution. Les initiés de l'industrie ont rappelé que son franc-parler faisait d'elle une cible pour ceux au pouvoir déterminés à supprimer la dissidence. Des biographies publiées dans les années suivantes révèlent que ses premiers films, marqués par un mélange unique de vulnérabilité et de force, ont été mis de côté alors que les studios prenaient une direction plus conservatrice. Les archives de l'époque notent que sa position progressiste était à la fois admirée et vilipendée à parts égales. Bien que sa carrière ne se soit jamais complètement rétablie, son héritage en tant que pionnière qui a défié le statu quo perdure. Des récits détaillés de ses interviews et déclarations publiques offrent un aperçu rare des défis auxquels font face les artistes qui résistent à l'oppression pour se conformer. Karen Morley reste un symbole d'intégrité et de défiance dans une industrie connue pour son contrôle rigide sur le talent et l'image publique. Dick Powell. Dick Powell a redéfini sa carrière en rejetant audacieusement les rôles musicaux qui avaient autrefois fait de lui un nom familier. Au début des années 40, alors qu'il cherchait à passer des rôles musicaux charmants à des rôles dramatiques plus sérieux, la pression de Warner
Les frères ont grandi immensément. Les dirigeants des studios n'étaient pas disposés à abandonner la formule qui avait prouvé son succès, et Powell s'est retrouvé pris dans une bataille pour le contrôle créatif. Les publications commerciales de cette époque détaillaient les négociations houleuses et la frustration croissante des deux côtés, alors que Powell insistait pour jouer des rôles qui mettaient en valeur son éventail dramatique. Des notes confidentielles du studio ont ensuite révélé que son insistance à briser les stéréotypes était perçue comme un défi direct à l'ordre établi. Les critiques de l'époque ont noté que son départ des comédies musicales était une démarche risquée qui a finalement conduit à une période d'incertitude professionnelle. Sa décision de quitter le système des studios, bien que controversée, lui a ouvert la voie pour jouer dans des films noirs qui ont redéfini son image. Les historiens du cinéma considèrent maintenant sa transition comme l'un des premiers exemples d'un acteur réclamant la liberté artistique face à la machine corporative. Les échos de sa position audacieuse continuent de résonner dans les discussions contemporaines sur l'évolution des genres et l'autonomie des acteurs. L'histoire de Dick Powell est une illustration vivante du choc entre l'ambition personnelle et les contraintes du pouvoir des studios. Betty Hutton. Betty Hutton, autrefois l'un des plus grands talents comiques d'Hollywood, s'est retrouvée en désaccord avec le système même qui l'avait propulsé vers la célébrité. À la fin des années 40 et au début des années 50, son refus inébranlable de se soumettre au contrôle rigide des studios a créé des frictions avec les dirigeants de haut niveau. Les documents de cette période révèlent que les conflits de Hutton avec les réalisateurs et les producteurs n'étaient pas seulement des questions de tempérament personnel, mais un rejet fondamental de l'image publique imposée et de la manipulation de carrière. Des sources de l'époque indiquent que lorsqu'elle a quitté une série télévisée populaire, ce n'était pas sur un coup de tête, mais comme un acte délibéré contre les scénarios prédéterminés et les événements publicitaires forcés. Les critiques dans les revues spécialisées ont noté que son départ était emblématique d'une lutte plus large pour l'autonomie créative à Hollywood. Malgré le fait qu'elle était l'une des actrices les mieux payées de son époque, le retour de bâton des studios l'a reléguée à des rôles qui ne captaient pas son plein talent. Les critiques cinématographiques détaillées des années suivantes soulignent une baisse marquée de son attrait au box-office. Sa trajectoire est minutieusement documentée dans des biographies qui explorent la tension entre la liberté artistique et les exigences commerciales. L'héritage de Betty Hutton reste lié au coût de la défiance à une époque qui privilégiait la conformité à l'individualité, laissant derrière un récit riche en accomplissements et en tristesse. Betty Hutton. Betty Hutton, autrefois l'un des plus grands talents comiques d'Hollywood, s'est retrouvée en désaccord avec le système même qui l'avait propulsé vers la gloire. À la fin des années 40 et au début des années 50, son refus inébranlable de se soumettre au contrôle rigide des studios a créé des frictions avec les dirigeants de haut niveau. Les documents de cette période révèlent que les conflits de Hutton avec les réalisateurs et les producteurs n'étaient pas simplement des questions de tempérament personnel, mais un rejet fondamental de l'image publique imposée et de la manipulation de carrière. Des sources de l'époque indiquent que lorsqu'elle a quitté une série télévisée populaire, ce n'était pas par caprice, mais comme un acte délibéré contre les scripts préétablis et les événements de publicité imposés. Les critiques dans les revues professionnelles ont noté que son départ était emblématique d'une lutte plus large pour l'autonomie créative à Hollywood. Malgré son statut d'une des actrices les mieux payées de son époque, la réaction négative des studios l'a relayée à des rôles qui ne reflétaient pas pleinement son talent. Les critiques de films détaillés des années suivantes montrent une diminution marquée de son attrait au box-office. Sa trajectoire est méticuleusement documentée dans des biographies qui explorent la tension entre la liberté artistique et les exigences commerciales. L'héritage de Betty Hutton reste lié au coût de la défiance à une époque qui valorisait la conformité plutôt que l'individualité, laissant derrière elle un récit riche en accomplissements et en chagrin. James Dunn. Le parcours de James Dunn à Hollywood a pris un tournant inattendu lorsqu'il a commencé à exiger des rôles qui reflétaient la profondeur de ses capacités. Acteur célèbre qui a reçu des éloges pour sa performance dans A Tree Grows in Brooklyn, il a rapidement constaté que le système des studios n'était pas prêt à le laisser se libérer des rôles légers et romantiques qui lui avaient apporté une renommée précoce. Les archives de l'industrie de Fox documentent un fossé grandissant entre Dunn et les décideurs qui contrôlaient le casting et les scripts. Son insistance à explorer des personnages plus complexes entrait en conflit avec la formule rentable des films à succès. Les critiques des années 40 révèlent que ses performances dans des films dramatiques ont été accueillies à la fois par des éloges et des controverses. Des interviews d'archives décrivent la tension croissante dans les salles de réunion des studios alors que les dirigeants débattaient de l'opportunité de risquer le succès de leur formule établie.
À mesure que la pression augmentait, Dunn se trouvait progressivement mise à l'écart des projets importants. Sa carrière, autrefois dynamique et pleine de promesses, a commencé à s'éteindre alors que les studios continuaient sans lui. Les récits biographiques de cette époque dressent le portrait d'un acteur pris entre l'ambition artistique et les exigences impitoyables d'une industrie dirigée par des intérêts commerciaux. Son histoire reste un récit édifiant de talents étouffés par des systèmes contractuels rigides et la poursuite incessante d'un succès prévisible au box-office. Ona Munson. Ona Munson était célébrée pour son charme unique et son talent indéniable. Pourtant, elle s'est retrouvée prise dans les exigences féroces de conformité d'Hollywood. Mieux connue pour un rôle mémorable qui a captivé l'imagination des spectateurs, sa vie hors écran est vite devenue un champ de bataille autour des questions de liberté personnelle et d'authenticité. À mesure que des rumeurs sur sa vie privée circulaient, les dirigeants de studios se méfiaient de plus en plus de son refus de cacher la vérité sur ses relations. Les communications confidentielles des studios de la fin des années 30 indiquent que son refus de se conformer à une image aseptisée a conduit à sa marginalisation progressive dans les grands projets cinématographiques. Les articles de journaux de l'époque racontent comment ces rôles ont commencé à diminuer à mesure que les studios renforçaient leur emprise sur l'image des stars. Les critiques ont observé que malgré son talent attachant, le désir de l'industrie pour une image publique contrôlée éclipsait son charisme naturel. Des sources biographiques détaillent les luttes qu'elle a endurées, y compris le regard sévère des chroniqueurs de potins et des reporters de tabloïds qui se réjouissaient de chaque faux pas. À une époque où chaque détail personnel était manipulé à des fins lucratives, l'histoire d'Ona Munson est un exemple poignant du coût de l'authenticité. Sa disparition éventuelle des rôles principaux a marqué la fin d'une époque définie par un refus d'être façonné par des attentes externes. Frances Farmer. L'esprit défiant et la nature intransigeante de Frances Farmer se sont heurtés aux normes strictes d'Hollywood de manière dramatique. Une star dont la carrière précoce a brillé intensément, elle s'est rapidement retrouvée à lutter contre un système qui exigeait une obéissance complète. Lorsqu'elle était confrontée à une pression constante pour modifier son apparence et son comportement pour la consommation publique, elle a courageusement résisté à l'image soigneusement scénarisée qui lui était imposée. Des coupures de journaux historiques documentent des échanges vifs entre ses représentants et les dirigeants des studios, soulignant la tension intense qui accompagnait chacun de ses gestes. Les biographies décrivent une période turbulente, marquée par des explosions publiques et des luttes personnelles qui ont été sensationnalisées par la presse. Le système des studios, incapable de tolérer une telle imprévisibilité, l'a progressivement écarté des projets prestigieux. L'isolement qui en a résulté et l'institutionnalisation forcée sont depuis devenus un sujet d'intense examen parmi les historiens du cinéma. Les interviews avec des vétérans de l'industrie relatent le choc et la consternation qui ont accompagné sa chute en disgrâce. Son héritage est désormais perçu comme un puissant avertissement sur le coût de la liberté artistique dans un environnement qui privilégie l'image sur le fond. Les archives de son parcours tumultueux continuent de susciter des débats sur les dures réalités auxquelles sont confrontés les stars qui osent défier les conventions. Robert Ryan. Robert Ryan s'est forgé une réputation d'acteur farouchement principiel qui a défié la tendance hollywoodienne pour les rôles de propagande. Connu pour ses interprétations intenses dans les drames de guerre, il se retrouva rapidement en désaccord avec les dirigeants de studios qui insistaient pour qu'il participe aux campagnes patriotiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Les documents de l'industrie datant du début des années 50 révèlent que son refus de soutenir des tournées de bons de guerre exagérées et des interprétations trop héroïques était perçu comme un acte de rébellion. Les critiques de ses performances notent que son intensité sombre portait une critique subtile du système qui exigeait une conformité inébranlable. Des images d'archives de cette période capturent l'attention alors qu'il se heurtait à des réalisateurs déterminés à façonner son image en celle d'un héros américain inflexible. Des rapports détaillés dans les magazines spécialisés exposent les conflits en coulisses alors que son insistance sur un travail de personnage authentique perturbait des stratégies publicitaires soigneusement élaborées. Malgré les éloges pour ses rôles dramatiques, Ryan a fait face à des revers de carrière importants lorsque les studios l'ont étiqueté politiquement peu fiable. Sa correspondance personnelle de l'époque reflète un homme qui valorisait la vérité artistique avant tout. Les historiens du cinéma considèrent désormais son parcours comme emblématique de la lutte plus large pour la liberté créative dans une industrie axée sur le profit. Son histoire, tissée dans le tissu de l'histoire d'Hollywood, reste un témoignage du conflit persistant entre l'expression individuelle et les exigences d'un système rigide. Paul Robeson. Paul Robeson reste l'une des figures les plus influentes dont la carrière a été déraillée par des principes inébranlables.
Acteur et chanteur dont le talent a transcendé les frontières, il a ouvertement défié les attitudes dominantes sur la race et l'injustice de son temps. Les archives historiques enregistrent prendre en compte comment Robson a refusé des offres qui exigeaient qu'il adoucisse ses opinions franches en échange de travailler dans le cinéma grand public. Les dirigeants de studios et les responsables gouvernementaux ont tous remarqué ses positions radicales. Les récits biographiques des années 50 détaillent comment son passeport a été révoqué et ses tournées internationales ont été brusquement annulées en raison de la pression politique croissante. Les archives de journaux de l'époque révèlent que ses apparitions publiques étaient de plus en plus limitées, le laissant isolé des grands projets cinématographiques qu'il dirigeait autrefois. Malgré son impact profond sur les arts et les droits civiques, sa carrière à Hollywood a été effectivement interrompue par le blacklistage incessant qui a marqué l'époque. Ses discours enregistrés et ses interviews de cette époque tumultueuse servent de preuve durable d'un homme qui a choisi ses convictions plutôt que la longévité de sa carrière. Paul Robson reste un symbole puissant de résistance, dont l'histoire continue d'inspirer des débats sur la liberté d'expression dans une industrie étroitement contrôlée. Jean Muir. Émergé comme une victime de la peur et de la suspicion qui ont défini la peur rouge. Une actrice talentueuse dont les premières apparitions à la télévision lui ont valu des éloges, elle s'est vite retrouvée ciblée pour ses critiques franches des serments de fidélité. Les archives du studio révèlent que son refus de signer les engagements obligatoires contre les influences subversives a conduit directement à son renvoi d'une série télévisée populaire. Les revues professionnelles du début des années 50 ont documenté le déclin rapide de sa carrière, alors que les producteurs recherchèrent des talents plus sûrs et plus conformes. Des interviews de journaux de cette époque relatent sa protestation silencieuse contre les pressions pour se conformer aux normes politiquement acceptables. Des initiés de l'industrie ont ensuite noté que sa position inébranlable, bien que louable, lui laissait peu d'opportunités dans un marché qui valorisait avant tout la conformité. Son isolement professionnel a été aggravé par des difficultés personnelles amplifiées par le regard impitoyable des médias de l'époque. Bien que Jean Muir ait continué à travailler dans des productions plus modestes, ses premières promesses ont été irrémédiablement endommagées par le climat politique implacable. Son histoire, conservée dans de nombreuses biographies et histoires du cinéma, souligne les conséquences sévères de la défiance à une époque où le coût de la liberté artistique se mesurait en carrière et en réputation. Donald Woods. Donald Woods a défié les attentes rigides d'Hollywood en refusant de modifier son identité pour correspondre aux stéréotypes préconçus. En tant qu'acteur de talent exceptionnel, son insistance à conserver son vrai nom et son héritage entrait en conflit avec le désir de l'industrie pour des modifications adaptées au marché. Les documents historiques de Warner Bros. Et Columbia relatent comment ces exigences d'authenticité ont rencontré de la résistance. Des rapports indiquent qu'on lui a à plusieurs reprises proposé des rôles qui diluaient son identité au profit d'un héroïsme générique. Sa détermination à conserver son personnage d'origine a conduit progressivement à son évincement des grandes productions, les directeurs de casting privilégiant des stars plus malléables. Les critiques du milieu des années 40 mettent en avant ses performances puissantes qui contrastaient fortement avec les images aseptisées propagées par les studios. Les biographies décrivaient son parcours comme étant marqué par des conflits répétés avec des cadres puissants qui accordaient plus de valeur à l'image qu'à l'individualité. Des articles de journaux de l'époque illustrent un homme pris dans une bataille entre sa conviction personnelle et une industrie qui privilégiait la conformité. Son combat sert de rappel saisissant des défis auxquels sont confrontés ceux qui osent défier les normes traditionnelles. Donald Woods reste une figure captivante dont la quête d'authenticité lui a coûté cher dans une industrie motivée par l'expédience commerciale. Leif Erikson. Leif Erikson, autrefois une étoile montante chez Paramount, a connu une chute dramatique de sa carrière après avoir refusé de se prêter aux romances fabriquées prisées par les équipes de publicité des studios. Ancien militaire décoré de la marine, il est revenu à Hollywood avec l'attente de représenter une image héroïque à la hauteur de son service. Cependant, les dirigeants du studio ont insisté pour le coupler dans des intrigues romantiques artificielles qui détonnaient avec sa véritable personnalité. Des rapports historiques révèlent que son refus de participer à ces récits orchestrés a conduit à une érosion progressive de son attrait à l'écran. Les magazines spécialisés de la fin des années 40 détaillaient les débats internes au sein du studio concernant ses futurs rôles. Les critiques ont noté que sa gravité naturelle et son authentique passé militaire étaient sapés par un mélodrame forcé. Malgré son talent indéniable et une base d'admirateurs en croissance, la perte de contrôle créatif a étouffé le long de sa carrière. Des interviews avec des initiés de l'industrie ont plus tard relaté sa frustration et la décision éventuelle de s'éloigner du faste d'Hollywood.
Son histoire est documentée dans plusieurs histoires du cinéma, comme un exemple poignant d'une star écartée par des attentes d'entreprises rigides. La lutte de Leif Erikson souligne les défis liés au maintien de l'intégrité personnelle dans une industrie qui exige la conformité à ses images en perpétuel changement. Florence Rice. Florence Rice, une actrice prometteuse chez MGM, a affronté les conséquences brutales de défier le typecasting à une époque qui prisait la beauté conventionnelle et les rôles prévisibles. Fille du légendaire journaliste sportif Grantland Rice, elle était censée incarner l'image idéalisée que le studio avait façonnée pour ses stars. Déterminée à affirmer son individualité, elle a refusé à plusieurs reprises des rôles qui la cantonnaient dans l'archétype cliché de la blonde écervelée ou de l'intérêt romantique secondaire. Des communications confidentielles du studio des années 40 révèlent que ses demandes pour des rôles plus substantiels et stimulants ont rencontré une résistance de la part des dirigeants. Des critiques détaillées de ses performances dans des films moins connus indiquent que son talent était souvent éclipsé par l'incapacité du studio à concilier ses ambitions avec leur stratégie de marché. Les colonnes de journaux de l'époque racontent comment sa carrière, autrefois débordante de potentiel, s'est graduellement évaporée, alors que MGM choisissait de se concentrer sur des visages plus malléables. Des sources biographiques notent que la détermination de Florence Rice à rester fidèle à elle-même a finalement entraîné son retrait des projets majeurs. Son déclin dans la lumière reste l'une des tragédies plus silencieuses de Hollywood, une histoire de promesses perdues sous la pression incessante de se conformer. Son héritage sert de rappel sombre des sacrifices faits par ceux qui ont osé défier une industrie fondée sur un contrôle rigide et des images prévisibles. Greta Garbo. La réclusion est devenue sa signature après avoir quitté MGM à la mi-1941. À ce moment-là, elle avait déjà remodelé la mythologie hollywoodienne avec des films tels que Anna Christie en 1930 et Camille en 1936. Le contrat de MGM exigeait que les stars assistent à des tournées de promotion somptueuses. Pourtant, en octobre 1938, elle refusa un circuit promotionnel de 9 villes en Europe, invoquant la fatigue et le désir de préserver sa vie privée. La correspondance du studio de cette année-là révèle que les dirigeants la qualifiaient de non coopérative et s'inquiétaient des opportunités de marketing perdues. Après avoir terminé son dernier film, Two-Faced Woman, en mai 1941, elle a refusé l'offre de MGM d'un renouvellement de 5 ans, laissant son contrat expirer le 30 juin. Les articles de journaux décrivaient une réunion tendue dans le bureau de Louis B. Mayer, où Garbo insistait sur le fait qu'elle ne reviendrait jamais à l'écran. Sa célèbre phrase « Je veux être seule » était devenue réalité, et elle s'était retirée à New York, vivant tranquillement jusqu'à sa mort, en 1990. Et les biographes soulignent que son retrait a porté un coup sévère à la liste prestigieuse de MGM, illustrant le coût payé par les studios lorsqu'une star de premier plan refuse leur image soigneusement scénarisée et leurs exigences. Louisa Reiner. 2 Oscars en 2 ans n'ont pas pu la protéger de la colère du studio. Après avoir remporté le prix de la meilleure actrice pour Le Grand Ziegfeld en 1936 et Visage d'Orient en 1937, Reiner a eu des différends avec MGM concernant ses prochaines assignations. À la fin de 1938, elle a refusé le rôle principal dans Marie-Antoinette, jugeant le scénario historiquement inexact. Les mémos du producteur Irving Thalberg décrivaient des échanges animés en décembre 1938 où Reiner plaidait pour des rôles plus nuancés. En février 1939, MGM l'a mis en suspension, invoquant son refus de remplir les obligations contractuelles. Lorsqu'elle refusa un tournage à l'étranger pour une suite prévue de The Good Earth, son contrat fut résilié en juin de cette année. Les publications professionnelles remarquèrent que le studio l'avait rapidement remplacé par de jeunes talents, l'effaçant effectivement des grandes productions. Malgré les tentatives de relancer sa carrière en Europe, Reiner n'a jamais retrouvé sa place à Hollywood. Son expérience souligne comment même les stars les mieux payées risquaient l'exil en défiant les édits des studios sur le casting et le contrôle créatif. Clara Bow, le sourire éclatant de la Hit Girl, s'est estompé au milieu d'une tempête de demandes des studios. La principale vedette du box-office de Paramount en 1927 et 1928, Bow a résisté à une poussée vers des performances et des apparitions publiques plus contrôlées. Début 1931, elle a quitté le plateau de The Secret Call après avoir refusé les instructions du réalisateur de refaire une scène jusqu'à ce que sa fatigue nerveuse l'oblige à se faire hospitaliser. Les rapports internes de Paramount la qualifient d'instable émotionnellement et citent son refus d'assister aux cours de publicité obligatoires. À la fin de l'année 1932, après une série de dépressions personnelles et un divorce très médiatisé, le studio a choisi de ne pas renouveler son contrat lorsqu'il a expiré le 31 décembre.
Les comptes rendus de presse de l'époque parlaient d'une star brisée par sa propre renommée, mais la décision de Beau de rejeter les tournées promotionnelles forcées et les interviews scénarisées a créé un précédent. Hollywood n'accepterait pas un comportement imprévisible, peu importe à quel point le talent est bankable. Elle se retira discrètement en 1933, laissant derrière elle une indélébile empreinte, l'héritage à la fois de l'innovation cinématographique et des périls de défier le contrôle des studios. Norma Talmadge, une reine de l'époque du cinéma muet, a refusé d'adopter les films parlants et a payé cela par l'oubli de sa carrière. Talmadge a dominé le box-office de 1917 à 1927 sous contrat avec First National Pictures. Lorsque le studio lui a proposé un contrat lucratif pour 5 films au début de 1929, sous condition de rôle parlant, elle a refusé, insistant sur le fait que les films parlants compromettaient son intégrité artistique. Des lettres internes du studio de mars 1929 expriment la frustration face à son refus de s'adapter à la nouvelle technologie. En août, son contrat a été laissé expirer et elle s'est retirée de la vie publique, admettant plus tard, lors d'une interview en 1932, que la transition l'avait terrifiée. L'industrie a rapidement adopté le son et le départ de Talmadge a marqué l'une des sorties les plus spectaculaires de l'époque. Bien qu'elle soit brièvement revenue pour une tournée théâtrale en 1931, son nom a disparu des génériques de films par la suite. Son histoire illustre les attentes rigides que les studios imposaient aux stars pour évoluer selon leurs conditions et les conséquences rapides pour ceux qui refusaient. Claudette Colbert, actrice astucieuse, elle a tenu tête aux exigences de scénario de Paramount. Après avoir remporté un Oscar pour New York-Miami en 1934, Colbert s'est vu offrir le rôle principal dans Cléopâtre l'année suivante. Lorsque les révisions du scénario ont réduit la reine à un personnage secondaire, elle a refusé le rôle en novembre 1935. Les archives du studio montrent que Paramount a tenté de la discipliner en suspendant son salaire pendant 2 mois. En août 1937, elle a intenté une poursuite pour rupture de contrat en réclamant $1 million, affirmant que le studio l'avait forcé à participer à des projets indignes de son statut. Les journaux professionnels ont qualifié son action en justice d'audacieuse, mais ont noté qu'elle a incité d'autres stars à remettre en question leur propre contrat. En avril 1938, elle a négocié sa libération de son contrat à long terme et a commencé à travailler en freelance, obtenant par la suite des rôles principaux chez Columbia et MGM. Sa manœuvre non seulement a préservé sa carrière, mais a également signalé à Hollywood qu'une actrice principale pouvait défier les scénarios des studios et en sortir plus forte.